Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier d'espace. La militarisation de l'espace devient un sujet grandissant ces dernières années. Plusieurs tests d'armes anti-satellites ont été menés et les satellites commencent même parfois à s'espionner entre eux. Si bien que certaines nations, comme la France, travaillent à équiper leurs satellites les plus sensibles de contre-mesures. Seulement, on ne fait pas la guerre dans l'espace comme sur Terre. Si les choses venaient un jour à s'envenimer, il faudrait probablement développer de nouveaux systèmes d'armes. On a déjà évoqué sur cette chaîne la manière dont des armes situées au sol peuvent toucher des cibles dans l'espace et la manière dont des satellites peuvent cibler la Terre. Ce que nous allons voir aujourd'hui concerne un domaine un peu différent. Nous allons parler des armements espace-espace, autrement dit, ceux qui permettraient à des satellites ou à des vaisseaux de se faire la guerre entre eux. Dans les films comme Star Wars, les batailles spatiales se passent un peu comme des batailles navales. D'immenses vaisseaux se battent à coups de laser et de projectiles au milieu d'une nuée de chasseurs. À défaut d'être vraiment réalistes, ces images ont le mérite d'être impressionnantes et d'enflammer notre imaginaire. Et c'est exactement les sensations que vous pouvez retrouver avec le jeu World of Warship, notre sponsor du jour. Ce jeu en ligne gratuit vous propose de prendre les commandes de plus de 500 navires historiques issus des plus grandes marines du monde. À la tête d'un croiseur, d'un torpilleur, d'un cuirassé ou d'un porte-avions, vous devrez combattre et survivre au milieu de batailles épiques. De quoi revivre les sensations des plus grandes batailles de space opéra, avec les embruns et l'odeur de la poudre en prime. Si vous n'avez jamais essayé le jeu, vous pouvez bénéficier d'un pack de bienvenue exclusif d'une valeur de 25 €. Il comprend des navires spéciaux, des points de compétences, 7 jours de compte premium et quelques autres surprises. De quoi faire vos débuts de capitaine dans les meilleures conditions. Pour en profiter, il vous suffit de suivre le lien qui est en description. Sur ce, on va prendre un peu de hauteur pour voir si les combats dans l'espace ressemblent à ceux que se menaient les énormes navires du XXe siècle. Si une bonne partie de ce dossier va être prospectif, de telles armes ont déjà existé et ont déjà été déployées. Le traité de l'espace de 1967 interdit le positionnement d'armes de destruction massive en orbite. Il ne dit cependant rien sur les armes plus conventionnelles, et forcément certaines puissances se sont engouffrées dans la brèche. Côté soviétique, on connaît au moins 2 exemples documentés. Le premier est un canon mitrailleur qui a été monté sur une station spatiale Salyut au début des années 70. Issu d'un modèle destiné à l'aviation, il a été placé en position fixe. Moscou espérait ainsi être capable de combattre toute tentative américaine de détruire ses stations d'espionnage. Ce premier système, rudimentaire, est entouré de secrets. Ses caractéristiques précises ne sont donc pas connues. On sait toutefois qu'il a été mis à feu en orbite lors d'un essai en 1975, alors que la station était inoccupée. Entre 1 et 3 rafales ont été tirées pour un total allant jusqu'à 20 projectiles. La position fixe du canon obligeait toute la station à manœuvrer pour pointer l'arme dans une direction. Le recul induit par une arme à feu conventionnelle nécessitait par ailleurs une contre-poussée de la part des propulseurs de Salyut. Ce court exemple nous montre ainsi les principaux problèmes des armes balistiques classiques dans l'espace. Le premier concerne la visée. En l'absence de pesanteur, une balle n'a pas de portée limite. Elle va continuer à faire le tour de la Terre ou peut-être s'échapper dans l'espace interplanétaire, si elle a atteint une vitesse de libération. Cela signifie qu'il devient possible de faire la guerre à très grande distance. On peut tirer sur une cible en se trouvant à des centaines ou milliers de kilomètres d'elle. Seulement pour la toucher, il faut essentiellement que notre balle parvienne à réaliser un rendez-vous orbital avec elle. Ce qui est un exercice que bien peu de nations maîtrisent aujourd'hui, avec des vaisseaux beaucoup plus gros et des systèmes de correction de trajectoires actifs. Viser avec une précision aussi extrême était impossible dans les années 70. C'est peut-être plus faisable aujourd'hui. Le recul est un autre gros problème des armes à feu traditionnelles dans l'espace. Il peut être difficile à gérer sur Terre, mais vient carrément imprimer une accélération non voulue dans l'espace. Pour un tir en rafale ou rapproché, un système de visée qui doit déjà être ultra précis doit prendre en compte cet effet supplémentaire, passer le premier projectile. Il n'est donc pas très étonnant de constater que les armes purement balistiques n'ont pas connu d'énormes développements en orbite, après ce premier essai sur Salyut. En 1987, les soviétiques ont tenté de lancer une seconde arme orbitale destinée à la guerre spatiale. Elle se nommait Polius et a été perdue lors de son lancement.
Il s'agissait pourtant d'une des charges utiles les plus impressionnantes jamais tirées. Avec 37 mètres de long et 80 tonnes, l'URSS avait mis au point une arme spatiale redoutable. Il s'agissait d'un laser d'une puissance d'1 mégawatt. Il était accompagné d'un système de visée combinant optique, radar et laser de faible puissance. On ne l'a heureusement jamais vu en action, mais une telle machine aurait pu faire des dégâts importants sur des satellites pris pour cible. Encore une fois, il y a peu d'informations précises sur la plateforme, secret militaire oblige. Elle disposait sûrement de ses propres systèmes de défense contre des armes anti-satellites, notamment via un canon secondaire et peut-être des sortes de mines spatiales. Aujourd'hui, plusieurs nations travaillent à nouveau sur la mise au point de lasers de forte puissance, mais pour un usage sur Terre. Avec une puissance d'1 mégawatt, la destruction de cibles complexes est possible, ce qui comprend des satellites. Cette puissance relativement modérée permet par ailleurs de mitiger certains risques de la guerre spatiale. Un des gros problèmes des armes spatiales sont les débris qu'elles peuvent engendrer en orbite. C'est particulièrement vrai pour les missiles et les armes balistiques qui désintègrent littéralement leurs cibles. Un laser de type Polius peut être utilisé pour détruire un capteur ou une partie précise d'une cible. Un faisceau de photons aura par ailleurs plus tendance à brûler, déformer ou faire fondre sa cible qu'à la briser en 1000 morceaux, ce qui est appréciable si l'on souhaite préserver l'orbite terrestre. Le gros désavantage par rapport à des armes balistiques se trouve du côté de la source d'énergie. Une balle ou un missile peuvent se reposer sur la poudre qu'ils embarquent pour se propulser. Pour tirer une arme laser, il faut avoir accès à une grande puissance électrique. Or, en orbite, c'est une denrée qui est plutôt rare. Il faut donc jongler avec des panneaux solaires, des batteries de tout type et des mises à feu très parcimonieuses pour arriver à exploiter une telle arme. Impossible d'avoir un exemple concret du fait de l'échec du lancement soviétique. La plateforme aurait probablement servi à mener des tests. Son aspect dissuasion devait être tout aussi important, elle aurait forcé les États-Unis à prendre en compte le fait qu'ils pouvaient perdre des satellites sans qu'un départ de missile ne soit détecté. Ce type d'arme ne semble pas être aujourd'hui en développement actif. La Chine a pendant un temps évoqué l'idée de mettre un laser sur sa station spatiale, officiellement pour lutter contre les débris orbitaux. Il aurait cependant tout aussi bien pu servir à frapper des satellites actifs. Le pays développe bel et bien des armes laser anti-satellites, comme presque tous ses concurrents, mais ces dernières sont basées au sol, là où l'énergie est abondante. La guerre spatiale d'aujourd'hui ne semble ainsi pas vraiment passer par les armes, ou du moins pas encore. On y viendra peut-être lorsque des réacteurs nucléaires seront régulièrement mis en orbite. Ils pourraient amener cette source d'énergie qui manque tant aux armes à énergie dirigée. En attendant, les principales offensives passent tout de même par des ondes électromagnétiques. Un satellite comprend nécessairement des antennes de télécommunication et un système informatique pour gérer tous ses composants, ce qui le rend théoriquement vulnérable. Le hacking de satellites est en train de devenir une réalité tangible. Thales en a fait la démonstration sur un nanosat de l'ESA il y a quelques semaines. L'exercice était bien évidemment consentant, mais il montre que ces systèmes ne sont pas invulnérables. Si la plupart de ces attaques sont menées depuis la Terre, il est également possible de les envisager depuis l'espace, de satellite à satellite. Ces techniques peuvent aboutir à du vol d'informations, à une neutralisation temporaire de certaines capacités, ou dans les cas les plus extrêmes, à la destruction logicielle de la cible. Ce cas de figure n'a encore jamais été constaté, du moins officiellement. Il est cependant possible qu'un grand nombre d'intrusions n'aient tout simplement jamais été détectées, et que le hacking de satellites soit en fait plus commun qu'on ne le pense. Une autre tendance qui se dégage depuis quelques années concerne les satellites tueurs de satellites. Plutôt que d'envoyer une balle, un missile, un faisceau laser ou un paquet de données malveillants, un satellite peut lui-même être utilisé en tant qu'arme. On a vu à plusieurs reprises des satellites s'approcher à faible distance d'autres satellites de nations rivales, sans trop savoir ce qu'ils venaient faire. Si un conflit devait éclater entre deux puissances spatiales, il est cependant probable que ce genre d'incident se multiplierait, avec peut-être même des actions plus offensives. À court terme, la guerre spatiale sera donc probablement moins destructive que ce qu'on a vu lors des essais de missiles ASAT. C'est une bonne chose car détruire trop de satellites rendrait certaines orbites inutilisables pour tous. Il n'y aurait simplement pas de gagnant à un syndrome de Kessler. Les choses pourraient devenir plus violentes si les champs de confrontation s'étendent au-delà de l'orbite terrestre, au niveau de la Lune ou de Mars. Les armées pourraient alors être un peu moins timides sur les outils de neutralisation qu'elles emploient.
La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que généralement, les puissances spatiales sont aussi des puissances nucléaires. Elles ont donc peu de chances de s'affronter directement. Cela nous offrira peut-être encore un peu de paix spatiale, ou du moins des formes de conflits plus voilées. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo de vacances. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans les vidéos qui sortiront à la rentrée. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos spatiales, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.